Ok, bonjour tout le monde. Je suis le docteur Chafer Bouzid, chirurgien au Centre Pierre-Marie d'Alger, enseignant à la faculté de médecine d'Alger. Donc nous allons voir aujourd'hui hémorragie digestive grave. C'est un cours destiné aux étudiants en médecine. Alors, le plan du cours sera comme suit. Définition, généralité, intérêt de la question, diagnostic positif, diagnostic étiologique, diagnostic différentiel et en dernier, on verra le traitement. Comme définition, il faut savoir qu'une hémorragie digestive, c'est l'issue de sang d'un point quelconque du tube digestif. Alors, ce sang va être extériorisé soit par la bouche, soit par l'anus. Il faut savoir qu'une hémorragie digestive reste une urgence médico-chirurgicale. Elle est dite haute si toutefois l'origine du saignement se situe au-dessus de l'angle de Treitz, c'est-à-dire l'angle duodéno-jejunal. Elle est dite basse si toutefois le saignement a une origine au-dessous de l'angle duodéno-jejunal. Elle est dite grave, hémorragie digestive grave. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle engage à court terme le pronostic vital du patient. C'est-à-dire que le patient qui vient pour hémorragie digestive grave peut mourir si toutefois il n'est pas pris en charge. Le pronostic vital est mis en jeu car cliniquement le patient va se présenter en état de choc, en collapsus. Biologiquement, il va avoir une anémie sévère, un taux d'hématocrite qui sera bas. Et sur le plan évolutif, il sera transfusé d'une manière massive, c'est-à-dire au-delà d'1,5 litre de sang pour maintenir une tension artérielle stable, d'où la gravité de l'hémorragie digestive proprement dite. Intérêt de la question, déjà fréquence, c'est un motif de consultation fréquent aux urgences. Le diagnostic doit être rapide et les étiologies, c'est-à-dire les causes des hémorragies digestives, sont multiples et variées. Il y a un intérêt thérapeutique. Alors sur le plan thérapeutique, heureusement, l'hémorragie digestive grave a bénéficié des progrès de la réanimation, qui est le volet le plus important du traitement. Des progrès de la gastro-entérologie et de l'endoscopie interventionnelle, c'est-à-dire que les gastro-entérologues, grâce à leur endoscopie, vont faire le diagnostic et souvent traiter cette hémorragie digestive. Exceptionnellement, la chirurgie qui intervient heureusement de moins en moins. Il y a aussi les progrès de la radiologie interventionnelle. Sur le plan pronostic, en fonction de l'importance de l'hémorragie, du délai du traitement et du terrain sur lequel survient l'hémorragie digestive, tout ça va conditionner le pronostic de la maladie. Pour poser le diagnostic positif d'une hémorragie digestive, il faut retenir qu'il faut se poser 5 questions. La première sera qu'il faut impérativement affirmer que c'est une hémorragie digestive. La deuxième question sera le fait qu'il faille éliminer ce qui n'est pas hémorragie digestive. Troisièmement, évaluer la gravité de l'hémorragie digestive. Quatrièmement, rechercher sa cause. Et cinquièmement, la traiter, c'est-à-dire 5 questions primordiales à laquelle il faudra répondre et s'atteler à répondre afin de prendre en charge correctement une hémorragie digestive. Première question, il faut affirmer l'hémorragie digestive. Il existe 5 modes de révélation d'une hémorragie digestive. Le premier mode de révélation sera l'hématémèse. Qu'est-ce qu'une hématémèse? C'est l'issue de sang par la bouche dans un effort de vomissement. Ce sang sera rouge si le saignement est récent ou bien noirâtre si toutefois il est ancien et qu'il a séjourné dans l'estomac. L'origine se situe au-dessus de l'angle de Treitz, au-dessus de l'angle duodéno-jejunal. Et en même temps, l'hématémèse doit être différenciée d'une hémoptysie qui a une origine bronchopulmonaire. C'est du sang aéré qui va venir dans un effort de toux, contrairement à l'hématémèse qui va venir dans un effort de vomissement.
À différencier aussi d'un épistaxis dégluti, c'est-à-dire c'est un saignement dans le nez et qui est avalé par le patient et puis revomi, donnant l'impression que c'est une hématémèse. Il faut examiner aussi la bouche pour éliminer une hémorragie bucco-pharyngée. Il faut aussi éliminer, plutôt différencier l'hématémèse de vomissement de stase gastrique. Aussi, faire la différence avec des vomissements vineux, c'est-à-dire un patient qui a bu du vin et quand il vomit ce qu'il y a dans son estomac, la couleur va éventuellement faire confondre avec une hématémèse alors que ce n'est pas le cas. Le deuxième mode de révélation de l'hémorragie digestive, d'une hémorragie digestive, sera le mélénin. Qu'est-ce qu'un mélénin? C'est des selles noirâtres, goudrons, gluantes et surtout nauséabondes. L'odeur est catastrophique. C'est du sang digéré. Il peut être parfois méconnu s'il est de petite abondance, d'où l'intérêt du toucher rectal. Généralement, on ne permet pas d'orientation topographique d'emblée. Il a souvent une origine haute et il est souvent associé à une hématémèse. Il faudra toujours différencier le mélénin des selles noircies par des facteurs alimentaires ou médicamenteux, à savoir le charbon, le fer ou la réglisse. Troisième mode de révélation d'une hémorragie digestive sera la rectorragie ou bien hématochézie. Qu'est-ce qu'une rectorragie? C'est l'issue de sang par l'anus. Ce sang sera rouge vif, pur ou mêlé à des selles, ou bien à une diarrhée sanglante. L'orientation topographique est aussi difficile, mais généralement elle a une origine rectocolique. Il faut toujours différencier et éliminer une hémorragie génito-urinaire, et cela par l'examen clinique. Quatrième mode de révélation de l'hémorragie digestive sera l'anémie aiguë. Et là, c'est un patient qui va venir pour une anémie sévère et il n'y a pas eu d'hématémèse, il n'y a pas de mélénin, il n'y a pas de rectorragie. C'est une hémorragie non extériorisée. Le patient va arriver dans un état de choc, en collapsus. L'examen clinique, à savoir la mise en place d'une sonde nasogastrique, d'un toucher rectal, feront extérioriser le saignement et poseront le diagnostic positif. Dernièrement, on a les saignements occultes. Ça constitue rarement une gravité, sauf que ça reste une hémorragie digestive. C'est un patient qui va être suivi pour anémie microcytaire hypochrome hyposidérémique par carence martiale. Et au décours de son exploration, il fera une endoscopie digestive qui va retrouver un saignement au niveau du tube digestif. Sur ce tableau, nous avons les modes de révélation de l'hémorragie digestive, leur définition et aussi leur signification. Donc jusque-là, nous avons pu répondre à deux questions, c'est-à-dire mettre en évidence une hémorragie digestive et éliminer ce qui ne l'est pas. Donc on arrive à la troisième question qui est celle d'évaluer la gravité de l'hémorragie digestive. Il faut savoir que l'évaluation de cette gravité doit se faire rapidement et surtout d'une manière contemporaine à des mesures de réanimation. Il faudra faire un interrogatoire complet du patient s'il peut répondre aux questions ou bien de son entourage. Il faut se renseigner sur la quantité de sang donc perdu par le patient. Il faut savoir que le sang fait toujours peur et par conséquent les quantités sont souvent majorées par le patient et même par son entourage. Il faut rechercher ses antécédents de maladies ulcéreuses gastro-duodénales, de prise de médicaments gastrotoxiques, à savoir des anti-inflammatoires non stéroïdiens, des corticoïdes ou bien des anticoagulants.
Aussi, voir si le patient prend de l'alcool et est-ce qu'il est alcoolique, est-ce qu'il est fumeur, est-ce qu'il est plutôt stressé, est-ce qu'il a été hospitalisé surtout dans une unité de réanimation, par exemple. Après, il faudra passer un examen clinique qui sera le plus exhaustif possible, rechercher les signes fonctionnels, à savoir la syncope, l'asthénie, la lipothymie, la soif, la dyspnée d'effort et l'agitation. Les signes physiques, la pâleur des conjonctives, des paumes des mains, froideur des extrémités, marbrure, chute de la tension artérielle, qui est un bon signe de gravité, mais sauf qu'il apparaît tardivement. Et le meilleur moyen finalement de cette chute tensionnelle sera de calculer la différentielle. Un pincement de la différentielle est plus sensible que la chute de la tension artérielle qui va arriver plus tardivement. Donc on dit habituellement qu'une tension artérielle en dessous de 9, une systolique au-dessous de 9, signifie environ une perte de 25 à 50% de la masse sanguine. Il faut prendre la fréquence cardiaque. Et là, généralement, les patients vont arriver avec une tachycardie qui sera présente au moindre effort, plus en plus précoce, et elle est plus fiable que la tension artérielle. C'est-à-dire qu'au décours de notre examen clinique, le patient, concomitamment, va être branché à un appareil, à un scope, qui va donc donner instantanément les mesures de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque et de la saturation en oxygène, et cela en continu. Il faut avoir une idée sur la diurèse du patient. La diurèse normale et horaire, c'est 30 cc/heure. Et quand le patient saigne, il est en état de choc, il y aura une hypoperfusion rénale et ça va retentir donc sur le rein et se traduire par une baisse de la diurèse. Donc on aura une oligoanurie. La diurèse doit être chiffrée d'une manière horaire, c'est-à-dire qu'il va falloir mettre une sonde urinaire afin de calculer cette diurèse d'une manière régulière. Il faut aussi rechercher des signes d'hypertension portale, c'est-à-dire l'hépatosplénomégalie, la circulation veineuse collatérale, l'ascite et l'encéphalopathie. Toujours pour évaluer la gravité de l'hémorragie digestive, il y a des paramètres biologiques à rechercher, c'est-à-dire qu'il y aura un bilan biologique qui va être fait, une formule de numération sanguine, un groupage sanguin, une crasse sanguine, une fonction rénale, un ionogramme sanguin. Il faut éventuellement avoir une pression veineuse centrale. La normale de la pression veineuse centrale est de 3 à 8 cm d'eau. Et c'est le reflet exact de la volémie. La pression veineuse centrale se calcule après avoir pris un cathéter veineux central. La gravité va être évaluée aussi sur le plan endoscopique en urgence, mais sur un malade déchoqué. On ne peut pas faire une endoscopie sur un malade qui est en état de choc. L'endoscopie permettra de faire le diagnostic, c'est-à-dire retrouver l'origine du saignement, éventuellement traiter et aussi refaire l'endoscopie pour vérifier si le traitement endoscopique effectué a été efficace. Tous ces critères de gravité ont été regroupés par certains auteurs afin que ce soit plus systématisé. Il y a les critères de Camo qui ont été rapportés, qui regroupent des critères cliniques qui sont le choc, le collapsus, la pâleur, la soif, les sueurs profuses, l'angoisse et l'agitation, la diurèse qui est inférieure à 30 cc/heure, une fréquence cardiaque supérieure à 120, une tension artérielle inférieure à 80 mm de mercure. Il y a des paramètres biologiques, c'est l'hémoglobine inférieure à 8, l'hématocrite inférieur à 25, un taux de globules rouges inférieur à 2,5 millions, une perte de plus de 30% de la masse sanguine. On a des critères endoscopiques, c'est la visualisation d'un jet artériel au fond d'un cratère ulcéreux. Vous voyez ici une classification de Forest qui regroupe finalement les saignements qu'on peut retrouver à l'endoscopie. Ils sont classés en trois
stades, le stade 1, le 2 et le 3. Et en fonction du stade, on a un saignement artériel actif qui est le stade le plus grave et c'est décroissant jusqu'au stade 3 où on aura un ulcère à fond propre. Vous voyez les risques de récidive hémorragique en fonction du type du saignement vu à l'endoscopie et aussi des traitements qu'on pourra administrer. Toujours dans les critères de Camok, on a des paramètres évolutifs, c'est lesquels finalement, c'est quand on administre une réanimation bien conduite et que celle-ci s'avère inefficace, c'est-à-dire on donne plus d'1,5 litre de sang par 24 heures pour avoir une tension artérielle normale et par conséquent ça dénote la gravité de l'hémorragie digestive. Il y a aussi d'autres critères qui ont été rapportés dans la littérature, à savoir le score de Glasgow-Blatchford. Celui-ci paraît un peu plus simple. Il y a 5 paramètres à recueillir à l'admission: l'urée du patient, l'hémoglobine du patient, la pression artérielle, et après on a d'autres marqueurs, à savoir le pouls, le méléna, la syncope, l'hépatopathie, l'insuffisance cardiaque. Tous ces paramètres vont être cotés par des points. Et vous voyez, quand le score est à 0, c'est-à-dire ça concerne environ 15 à 25% des patients, et ce patient peut être traité et géré en ambulatoire, c'est-à-dire la gravité est franchement très réduite et très relative. À chaque fois que le score augmente, c'est-à-dire que quand le score est entre 1 et 2, il y a nécessité d'hospitaliser le patient et bien sûr d'administrer des thérapeutiques. Et quand le score est au-delà de 6, 50% des patients vont nécessiter une intervention endoscopique ou radiologique, ce qui dénote de la gravité du saignement. Il y a un autre score qui a été rapporté, c'est le score AIMS65. Il comprend 5 critères: l'albumine, l'INR, le statut mental, la pression artérielle systolique et l'âge supérieur à 65 ans. Et tous ces paramètres sont cotés par des points et bien sûr, à chaque fois que le score est élevé, et à chaque fois la gravité sera croissante. On a aussi un autre score qui a été rapporté, c'est le score de Rocal, qui à peu près ressemble au score et aux critères de Camok. Et on a les variables seront l'âge, l'état de choc, la pathologie associée, le diagnostic et les signes majeurs d'hémorragie récente. Et bien sûr, ils sont de gravité croissante de 0 à 3. Vous voyez ici, c'est un tableau qui regroupe les recommandations pour la pratique clinique dans les remplissages vasculaires au cours des hypovolémies suite secondaire aux hémorragies digestives. Vous voyez qu'en fonction des pertes sanguines, de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, du pouls capillaire, de la fréquence respiratoire, de l'état neurologique, il faudra éventuellement adapter le remplissage en fonction de tous ces paramètres. Donc là, après avoir affirmé l'hémorragie digestive, éliminer ce qui n'est pas hémorragie digestive, évaluer la gravité de l'hémorragie digestive, nous serons en mesure finalement d'établir la réelle gravité de cette hémorragie. Et si tel est le cas, il faut bien sûr hospitaliser le malade. Où est-ce que va être hospitalisé ce malade? Dans un centre spécialisé, à proximité d'une unité de soins intensifs où il y aura des réanimateurs, d'une unité d'endoscopie interventionnelle, où il y aura des endoscopistes qui pourront faire le diagnostic et éventuellement traiter d'une manière interventionnelle endoscopiquement. Et aussi une unité de radiologie où on pourra faire des imageries, à savoir des scanners injectés et éventuellement faire des embolisations par voie radiologique, donc en radiologie interventionnelle. Il faudrait qu'il y ait aussi malheureusement un bloc opératoire parce que quand tous ces moyens ne marchent pas, le patient va retomber
entre les mains du chirurgien. Et heureusement, cette situation est de plus en plus rare vu les progrès de l'endoscopie et de la radiologie interventionnelle. La quatrième question à laquelle il faudra répondre, c'est rechercher l'étiologie, donc la cause de cette hémorragie digestive. Le diagnostic étiologique va reposer d'abord sur l'interrogatoire, comme on l'a vu tout à l'heure, les signes cliniques. Les signes paracliniques, quand on recherchera donc la biologie, l'endoscopie, transit œsogastro-duodénal, mais il n'a pas d'indication d'urgence. La laparotomie exploratrice, heureusement, de plus en plus exceptionnelle. Quelles sont les étiologies d'hémorragie digestive haute qui existent? D'abord, ils seront scindés en deux, les hémorragies digestives hautes non liées à l'hypertension portale et, secondairement, celles qui seront liées à l'hypertension portale. Donc, premièrement, celles qui ne sont pas liées à l'hypertension portale. En tête de liste, on a la maladie ulcéreuse gastro-duodénale. C'est la cause la plus fréquente d'hémorragie digestive grave, à savoir 30 à 40% des cas, des situations. L'ulcère, généralement, c'est un ulcère bulbaire postérieur. Dans 15% des cas, l'hémorragie va se produire après érosion de l'artère gastro-duodénale, qui sur le plan anatomique passe strictement à la face postérieure du bulbe duodénal. Rarement, on peut être en présence d'un ulcère gastrique de la petite courbure dans 10% des cas. Il faut savoir qu'un ulcère gastrique reste un cancer jusqu'à preuve du contraire. Et sauf que les ulcères gastriques existent et ça peut saigner. Le pronostic est redoutable quand c'est une érosion artérielle et que la prise en charge n'est pas précoce. Et on peut malheureusement avoir un taux de décès qui peut arriver à 10% quand l'état de choc hémorragique est sévère. On a vu tout à l'heure la classification de Forest-Guillon endoscopique qui comprend trois types, le type 1, le type 2 et le type 3, donc on ne reviendra pas dessus. Vous voyez ici, c'est des images endoscopiques d'ulcère avec un fond hémorragique et ici un ulcère avec un fond propre, c'est-à-dire c'est le type 3 de Forest. Après la maladie ulcéreuse gastro-duodénale, on a les gastrites aiguës. Généralement secondaires au stress, c'est les malades de réanimation et les polytraumatisés, les grands brûlés, les patients porteurs de pancréatite aiguë. Généralement, c'est des patients qui sont préventivement mis déjà sous inhibiteur de la pompe à protons pour justement éviter ces gastrites aiguës. Associés aux origines, ces origines de malades de réanimation, on a les gastrites d'origine médicamenteuse, c'est la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens et les corticoïdes. Une autre étiologie, on a le syndrome de Mallory-Weiss. Qu'est-ce qu'un syndrome de Mallory-Weiss? C'est des ulcérations longitudinales au niveau de la jonction œsogastrique qui sont secondaires au vomissement chronique. C'est des patients qui font des vomissements répétés et là on peut avoir des lacérations longitudinales dans cette région, donc au niveau du cardia, et ça peut engendrer des saignements, mais généralement n'entraîne pas de gravité particulière. On a aussi les œsophagites peptiques secondaires en reflux gastro-œsophagien. On a les hémobilies, c'est des saignements dans les voies biliaires. Et là, généralement, le meilleur traitement reste l'embolisation radiologique. Et les autres étiologies qu'on peut retenir, on a les tumeurs œsophagiennes, les tumeurs gastriques, bien sûr, les fistules biliodigestives, les pseudo-kystes du pancréas qui seront rompus dans le tube digestif. Vous voyez ici des lésions suscardiales de reflux de gastrite, ici plutôt de reflux gastro-œsophagien, ici c'est des muqueuses aussi irritées. Après, on a les hémorragies digestives hautes qui sont secondaires à l'hypertension portale. Bien sûr, en tête de liste, c'est les patients cirrhotiques qui portent des varices œsophagiennes.
les varices œsophagiennes vont se rompre et engendrer une hémorragie digestive grave. Et les varices vont saigner suite à une hyperpression dans le système porte ou par érosion par des facteurs endogènes, à savoir le reflux gastro-œsophagien. Le risque hémorragique est bien sûr lié à la sévérité de la maladie hépatique et à la taille des varices et à la présence de signes rouges. Vous voyez ici sur le plan endoscopique des varices œsophagiennes qu'on voit qui sont plutôt bleutées, ici qui sont plutôt rougeâtres. Le patient devrait être classé selon la classification de Child-Pugh afin de voir la gravité de la cirrhose. Cette classification comprend 5 paramètres: l'encéphalopathie, l'acide, la bilirubine en micromoles, l'albuminémie, le taux de prothrombine. Le patient sera classé en Child A, B ou C. Bien sûr, c'est des stades à gravité croissante où le stade C est le stade le plus grave de la cirrhose. Les autres étiologies, donc les hémorragies digestives, à savoir les hémorragies digestives basses, seront bien sûr recherchées à chaque fois, mais il faut savoir que l'hémorragie digestive basse constitue rarement une urgence. Il faut toujours éliminer une origine haute par la mise en place d'une sonde nasogastrique et un contrôle endoscopique si nécessaire. Rechercher la prise d'anti-inflammatoires non stéroïdiens, d'anticoagulants, de la prise de température rectale. Il faut savoir que le méléna est généralement l'expression d'une hémorragie haute. Et il faut, pour la recherche topographique, faire un examen clinique complet, proctologique et toucher rectal, éventuellement associer une toucher vaginale pour éliminer tout ce qui est génital. Faire une rectocoloscopie qui sera diagnostique et thérapeutique, éventuellement artériographie pour diagnostic et traitement pour embolisation. Exceptionnellement, heureusement, la laparotomie est nécessaire pour le diagnostic. Quelles sont ces étiologies d'hémorragie digestive basse qui ne sont pas liées à l'hypertension portale? Au niveau du côlon et du rectum, on a les diverticules coliques, les angiodysplasies, bien sûr les cancers, les tumeurs rectocoliques, mais qui entraînent rarement une hémorragie digestive grave. On a les saignements hémorroïdaires, c'est des saignements artériolaires en rebond les selles ou survenant après les selles. Les ulcérations thermométriques, c'est des patients qui prennent la température du corps à l'aide d'un thermomètre placé en intrarectal. Il faut savoir que ça peut parfois hériter l'anus et engendrer des petites hémorragies, mais bien sûr ne constituent exceptionnellement une gravité. On a les maladies inflammatoires du côlon, à savoir la rectocolite hémorragique, la maladie de Crohn, les colites ischémiques, la tuberculose colique et les rectites radiques des patients qui ont eu une radiothérapie. Sur l'intestin grêle, on a les ectasies vasculaires, on a les tumeurs du grêle, les bénignes et malignes. On va voir un cas particulier, c'est le diverticule de Meckel, qui est présent chez 1 à 3% des individus, le plus souvent asymptomatique et de découverte fortuite lors d'une laparotomie. Il s'agit d'un vestige embryonnaire du canal omphalo-mésentérique, se situe sur le bord anti-mésentérique de l'iléon terminal. Il comporte, c'est ça sa particularité, une muqueuse d'origine gastrique susceptible de saigner après ulcération. Donc ça peut donner une hémorragie digestive. Le diagnostic est fait par un entéroscanner, un transit du grêle ou une scintigraphie au technetium 99. Et son traitement est bien sûr chirurgical. Les saignements biliopancréatiques, on peut avoir donc une hémorragie digestive basse qui aura pour origine les voies biliaires. Bon, généralement c'est des mélénas. Et là on aura une hémobilie ou une virusengoragie, c'est les cancers du pancréas, les pseudokystes du pancréas et les anévrismes intrahépatiques. Vous voyez ici sur la photo un diverticule de Meckel, qui est donc finalement une hernie sur le bord antimésentérique de l'intestin grêle. Ici, pareil, un autre diverticule de Meckel. On a dit que sa muqueuse est de type gastrique, donc c'est pour ça
qui peut s'ulcérer et donner un saignement. Vous voyez ici un tout petit Meckel, vous voyez il est à peu près à 60 ou 80 cm de la valvule iléosécale, on a l'appendice qui est là, et donc 60 à 80 cm plus loin, on aura le diverticule de Meckel. Pareil ici, c'est un diverticule de Meckel, ça c'est des photos prises chez des patients opérés pour péritonite ou appendicite où on découvre fortuitement un diverticule de Meckel. Pour les étiologies d'hémorragie digestive basse liées à l'hypertension portale, on peut avoir des colopathies d'hypertension portale et des varices coliques et anorectales. Sur ce tableau sont regroupées les étiologies les plus fréquentes d'hémorragie digestive haute et basse. Vous voyez, c'est tout ce qu'on a cité tout à l'heure regroupé sur ces deux tableaux. Alors, là, on arrive au traitement, c'est-à-dire qu'on aura répondu déjà à 4 questions. On a affirmé l'hémorragie digestive, on a éliminé ce qui n'est pas hémorragie digestive, on a évalué la gravité de l'hémorragie digestive, on a trouvé la cause et là, il faut arriver au traitement. Les buts du traitement seront d'obtenir une hémostase rapide et durable, rétablir une volémie correcte et traiter l'étiologie de l'hémorragie digestive. Les méthodes thérapeutiques seront surtout basées sur la réanimation, c'est le volet le plus important. Cette réanimation aura pour but de restaurer la volémie, assurer une oxygénation tissulaire optimale, maintenir une fonction ventilatoire et améliorer la coagulation du patient. Les moyens, il faut retenir la règle des 4 tuyaux, c'est-à-dire qu'on aura à faire un abord veineux de gros calibre, généralement un abord veineux central, une veine sous-clavière, une jugulaire interne ou une fémorale pour calculer une PVC, plus un abord veineux périphérique. Donc le premier tuyau sera l'abord veineux, le second sera la mise en place de la sonde gastrique. Cette sonde nasogastrique permettra d'éviter les inhalations sur des patients inconscients, permettra des lavages gastriques, elle quantifiera le saignement et surtout va préparer l'estomac à l'endoscopie, ce qui est important. Le troisième tuyau sera le sondage urinaire afin de quantifier la diurèse. On a dit que c'était un reflet très appréciable de la volémie. Et aussi, il faudra oxygéner le patient par une sonde nasale à oxygène. Et là, on aura nos 4 tuyaux, à savoir l'abord veineux, la sonde nasogastrique, la sonde urinaire et la sonde à oxygène au niveau nasal. Ce tableau regroupe finalement les paramètres les plus importants de la réanimation. Quand cette réanimation sera administrée, il faut bien sûr surveiller le patient. Pourquoi surveiller le patient? Pour voir la persistance ou non de l'hémorragie, la correction des signes de choc, faire des courbes de tension artérielle, de fréquence cardiaque et de pression veineuse centrale, bien sûr chiffrer, quantifier la diurèse et la surveiller, et aussi les signes d'encéphalopathie portocave si toutefois il y a une hypertension portale. Alors, on va passer au traitement étiologique pour la maladie ulcéreuse. Généralement, l'hémostase s'obtient assez facilement. On peut avoir une hémostase spontanée si toutefois on restaure la volémie, on met des anti-H2 ou des inhibiteurs de la pompe à protons. Et la chirurgie est exceptionnellement, heureusement, indiquée maintenant parce que l'ulcère est traité médicalement. Si le saignement persiste, il va falloir faire une hémostase endoscopique. Il y a plein de moyens thérapeutiques endoscopiques qui existent, la sclérothérapie, le laser YAG. Et parfois, on aura recours à une embolisation par radiologie interventionnelle. Si échec de toutes ces méthodes, malheureusement, il faudra intervenir. C'est généralement une artère gastro-duodénale qui saigne par érosion de celle-ci. Donc, il va falloir faire une gastrotomie, retrouver l'artère, la lier, associer une vagotomie tronculaire bilatérale et une pyloroplastie. C'est l'intervention de Weinberg. Éventuellement arriver à faire une gastrectomie partielle si toutefois
Il s'agit d'un ulcère gastrique qui saigne, et là, il faut avoir à l'arrière-pensée que ça peut être un cancer de l'estomac, jusqu'à preuve du contraire. Pour les lésions de gastrite aiguë, elles sont de traitement médical, généralement, réanimation et inhibiteur de pompe à proton. Les résultats sont bons généralement. Si échec, on peut avoir recours à un traitement endoscopique ou radiologique interventionnel. La chirurgie est vraiment exceptionnelle, et heureusement. Pour les ruptures de varices œsophagiennes, il y a des protocoles bien établis. Il faut transfuser, bien sûr, une antibioprophylaxie, des vasoconstricteurs, la somatostatine, l'octréotide, et après avoir recours à l'endoscopie pour le traitement. Des sondes de tamponnement, à savoir de Blackmore, Stacken et de Linton-Naklas, ont été décrites déjà dès les années 50. Ces sondes de tamponnement permettent une hémostase précaire et temporaire ne dépassant pas les 24 heures, afin de stabiliser le patient et passer un traitement endoscopique correct. On a aussi la radiologie interventionnelle. La chirurgie de dérivation porto-cave est un traitement qui ne peut pas être administré en urgence. Et comme c'est des patients porteurs de cirrhose, le traitement définitif sera bien sûr à distance. Je dis bien à distance, la transplantation hépatique. Vous voyez sur ces figures les sondes de tamponnement à double ballonnet. On aura un ballonnet gastrique et un ballonnet œsophagien qui seront gonflés. La disposition est simple, il faudra d'abord gonfler le ballonnet gastrique. Dès qu'il est gonflé, il faut tirer, il va se coincer donc en dessous du cardia, et après on aura recours à gonfler le ballonnet œsophagien afin de faire le tamponnement. Ça, c'est un deuxième type de sonde qui a un ballonnet en poire et qui va permettre de tamponner et de comprimer ces varices. Je l'ai dit que ces sondes de tamponnement permettent une hémostase temporaire et précaire n'excédant pas les 24 heures. C'est juste pour stabiliser le patient et passer à un traitement définitif. Le traitement définitif sera la ligature endoscopique. Vous voyez, l'endoscope approche de la varice, il l'aspire, il largue un élastique. L'élastique est placé et voilà, l'hémostase est faite. Après, sur le plan radiologique interventionnel, on a ce qu'on appelle le TIPS. Le TIPS, qu'est-ce que c'est? C'est T pour transjugular intrahépatique portosystémique shunt. Qu'est-ce que c'est? On aborde par voie jugulaire interne, on descend dans l'oreillette droite, la veine cave inférieure, et on arrive ici au niveau de la veine sushépatique droite. Après, on va repérer avec l'aide de la radiologie interventionnelle, toujours échographie, la veine porte droite, et on va larguer une prothèse, un shunt, entre la veine sushépatique droite et la veine porte droite en transhépatique, afin de permettre au flux portal d'arriver directement dans la veine cave, malgré la maladie hépatique. Ça, c'est des techniques de radiologie interventionnelle qui donnent entière satisfaction. Après, si toutefois tout ça ne marche pas, on peut recourir à la chirurgie de dérivation porto-cave. On doit dériver le système porte vers le système cave afin de réduire l'hypertension portale. Sur cet algorithme, nous verrons les attitudes à prendre à chaque fois qu'on reçoit une hémorragie digestive sur une cirrhose, savoir les différentes étapes et les différents traitements administrés. Pareil ici, quand on a une hémorragie digestive haute, cet algorithme permet de faciliter éventuellement la prise en charge, si toutefois il s'agit d'une hypertension portale ou pas, et quelles sont les indications thérapeutiques à suivre. Ici, c'est un algorithme pour les hémorragies digestives basses, où il faut regarder la sévérité, oui ou non, et voir si toutefois il faut hospitaliser ou pas le patient, le mettre en réa ou pas, et voilà.
Donc, les traitements étiologiques pour les hémorragies digestives basses, pour le diverticule de Meckel, on a dit il faut le réséquer. Les rectocolites hémorragiques, quand ça saigne et que le patient est en état de choc, il faut faire une colectomie sans rétablissement de continuité. Pour les hémorroïdes, c'est un traitement médical. Éventuellement, si ça ne cède pas, il faudra opérer. Pour toutes les tumeurs qui saignent, il faut réanimer bien sûr le patient, explorer, faire un bilan d'extension pour arriver à la chirurgie. On arrive à notre conclusion. Donc, on a répondu à nos 5 questions, c'est-à-dire qu'on a affirmé l'hémorragie digestive, on a éliminé ce qui ne l'est pas, on a évalué la gravité et établi un diagnostic étiologique, et dernièrement, on a traité notre patient. Notre conclusion sera comme suit. L'hémorragie digestive grave est une urgence médico-chirurgicale. Le diagnostic doit être rapide, contemporain avec des mesures de réanimation. Cela a heureusement bénéficié des apports de l'endoscopie interventionnelle et de la radiologie interventionnelle. La prise en charge est multidisciplinaire. La réanimation et la correction de la spoliation sanguine sont le volet thérapeutique le plus important. Le traitement est amélioré, on l'a dit, par des méthodes endoscopiques et de radiologie interventionnelle. La chirurgie, heureusement, et c'est un chirurgien qui le dit, reste le choix de dernier recours et heureusement de plus en plus rare. Je vous remercie.